Cette conférence va maintenant être enregistrée. C'est tout bon? C'est tout bon. Eh ben, merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Donc, moi, je suis Nicolas Piliro, cardiologue au CHU de Grenoble. Je travaille aux soins intensifs et en cardio interventionnel. Et je fais pas mal de KT parce qu'on s'occupe aussi de l'HTAP. En guise d'introduction, on a souvent tendance à dire que maintenant, le cathétérisme cardiaque, c'est un outil qui est de moins en moins utilisé. Il y a des études qui ont montré que dans le monitoring des patients en état de choc, le bénéfice était assez réduit. Alors, on va essayer de voir que c'est pas si simple que ça. Et je vous invite à lire cette très belle étude de 2009 maintenant, qui date déjà un petit peu, qui a évalué la comparaison entre la mesure de la pression capillaire en Swan-Ganz et puis le Doppler mitral avec le rapport E sur A en échographie chez une centaine de patients qui représentent bien la population de patients qu'on a, hein, des patients d'insuffisance cardiaque avancée, tous en stade 3 ou 4 de la NYHA, 1 sur 2 avec une resynchro, un quart avec une insuffisance mitrale significative et une FEVG moyenne de 25%, donc une population qu'on connaît assez bien. Et ben, quand on regarde le rapport E sur EA, sa corrélation avec la pression capillaire, on voit que chez les patients qui sont sur la droite, qui ont une CRT, eh ben, il n'y a quasiment aucun intérêt à faire le rapport E sur EA. Et que chez les patients qui n'ont pas de CRT, il y a certes une différence, mais qui reste quand même assez mince. Et donc finalement, la prédiction des pressions de remplissage chez ces patients par l'échographie, eh ben, elle semble assez limitée. Quand on regarde ça d'une autre manière avec les courbes ROC, on voit que la performance diagnostique donc, du paramètre E sur EH chez ces patients, eh ben, elle est relativement faible. Elle est relativement faible, d'autant plus que le volume télédiastolique est augmenté et que l'index cardiaque est bas. Donc finalement, plus le patient est sévère, plus il a une CRT, plus le volume ventriculaire gauche est augmenté, plus le débit cardiaque est bas et plus les performances seront donc médiocres. Donc finalement, la Swan-Ganz, ça va quand même avoir un intérêt chez ces patients et on va voir que c'est vraiment plutôt des outils complémentaires que des outils qui s'opposent. Alors, pour démarrer, on va quand même parler de quelques aspects techniques du cathétérisme cardiaque droit. Alors, on a souvent tendance à dire que c'est un examen qui est extrêmement simple, et c'est vrai que techniquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, mais on va voir qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes qui sont assez cruciales et qui vont permettre d'avoir des mesures de qualité et puis surtout une interprétation de qualité, puisque c'est souvent avec des petites choses qu'on a des résultats qui vont être assez discordantes. La première, en ce qui concerne l'aspect technique, c'est la voie d'abord. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des cathétérismes cardiaques droits peuvent être faits par voie brachiale. Nous, c'est ce qu'on fait et globalement, mis à part chez les patients avec un pacemaker du côté homolatéral, c'est faisable dans plus de 90% des cas. C'est ce qui avait été évalué dans cette étude française d'ailleurs, hein, publiée en 2015, avec plus de 90% des patients qui vont avoir un abord brachial réussi, avec un intérêt qui est essentiellement sur la durée de procédure qui va être plus courte, également sur le risque de complications avec un hématome plus faible évidemment, et un confort pour le patient qui est non négligeable hein, puisqu'il peut déambuler immédiatement après l'intervention. Le deuxième point qui est vraiment très important, c'est le zéro. On sait que le zéro, il doit être fait en début de procédure, qui doit être fait au niveau de la ligne médiothoracique, hein, au niveau de la position de l'oreillette droite. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. On a souvent tendance à donner cette tâche-là aux paramédicaux, mais c'est important que ce soit fait de manière très sérieuse, puisque vous pouvez essayer vous-même, hein, si vous faites le zéro entre le haut et le bas de la cage thoracique, vous avez facilement 5 à 10 mm de mercure de différence. Et chez un patient chez qui on veut avoir une mesure de capillaire entre 10 et 15 mm de mercure, et ben, ça peut vite changer le diagnostic. Donc, c'est une étape qui est vraiment très importante. La deuxième étape qui va être cruciale dans l'interprétation, c'est la mesure de la pression capillaire. Alors, il y a des recommandations aussi très claires qui nous expliquent comment on doit faire. Globalement, on sait que la pression capillaire, elle doit être réalisée en téléexpiration au niveau et en télédiastole, c'est-à-dire au niveau de l'onde A. D'accord ? Chez les patients OFA, ils recommandent de mesurer entre 130 et 160 millisecondes à la fin du QRS. En pratique, ça a une importance essentiellement chez les patients qui ont une grande onde V sur l'insuffisance cardiaque. Juste un petit exemple, vous voyez, ça c'était un patient de 40 ans qu'on a eu récemment dans le service, un gros infarctus antérieur, une FEVG dans les suites à 20%, il est en cours de bilan pré-greffe.
Et vous voyez, quand on mesure la pression artérielle pulmonaire, on a 62 systoles, 32 diastoles, 40 de moyenne. Et en pression capillaire, on va avoir une grande onde V. Et donc là, c'est là que c'est important de bien mesurer la pression capillaire en télédiastole. Et donc, vous voyez, là, on a l'onde P. Il y a toujours un délai d'environ une centaine de millisecondes qui est lié au fait que c'est reconduit dans l'artère pulmonaire à partir de l'oreiller de gauche. Et vous allez mesurer la pression capillaire à cet endroit-là, qui est à peu près à 30 mm de mercure. Il faut savoir que la pression capillaire, elle est jamais supérieure à la pression diastolique dans l'artère pulmonaire. Et donc, c'est sûr que si vous mesurez la pression capillaire au niveau de l'onde V, vous allez avoir des mesures qui sont complètement incohérentes. Deuxième exemple de mesure de variation respiratoire de la pression capillaire, ça c'est quand même assez fréquent, notamment chez les patients qui vont avoir une distension abdominale importante. Et donc, il est préconisé de bien mesurer la pression capillaire en téléexpiration, donc au moment où c'est le plus haut à la fin de l'expiration. Et ça, on voit bien tout de suite que la différence entre prendre la moyenne et prendre la téléexpiration, on peut vite passer de précapillaire à post-capillaire. Donc, c'est des petites choses qu'il faut quand même regarder avec précision. La dernière étape du cathétérisme cardiaque, c'est évidemment celle du mesure du débit cardiaque. Alors, vous savez tous, je pense qu'il y a différentes techniques de mesure du débit cardiaque. Le plus fréquemment utilisé, je pense actuellement, dans les centres, c'est la thermodilution. L'autre méthode, c'est la méthode de Fick. La thermodilution, ce qui est recommandé, c'est de réaliser 3 mesures avec une variation de moins de 10% entre les 3 mesures pour considérer la mesure comme efficace. Et comme toutes les techniques, ça a beaucoup de limites et il faut les connaître essentiellement pour pouvoir, pour savoir s'adapter à nos résultats. Et dans la thermodilution, c'est essentiellement les patients qui vont avoir une grossité ou un gros shunt. Dans ces cas-là, on sait que les mesures elles peuvent être assez mises en défaut. Et puis, toutes les erreurs, ça c'est plutôt technique que vous allez faire dans le volume, la quantité de volume injecté. On sait que rien qu'un demi-millilitre, ça peut avoir des conséquences. Et puis, sur la température de l'injectat, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un injectat froid aux alentours de 4-5 degrés. À partir de ces données qui sont des données mesurées, on va calculer un certain nombre d'index. Le plus connu et celui qui est utilisé par tous, ce sont les résistances vasculaires pulmonaires. Le calcul, il est très simple, c'est la pression artérielle pulmonaire moyenne moins la pression capillaire sur le débit cardiaque. Il y a d'autres mesures qu'on faisait habituellement de manière systématique et dont on connaît un peu plus les limites actuellement. Le gradient transpulmonaire, qui est la pression artérielle pulmonaire moyenne moins la pression capillaire. Le gradient pulmonaire diastolique, on verra son intérêt tout à l'heure, qui est la pression artérielle pulmonaire diastolique moins la pression capillaire. Et puis deux autres marqueurs qui ont des impacts pronostiques importants mais peu utilisés en pratique, en tout cas de manière systématique, qui sont la compliance artérielle pulmonaire, qui correspond au volume d'éjection systolique sur la pression pulsée, et à l'élastance effective du ventricule droit, qui correspond à la pression artérielle pulmonaire systolique sur le volume d'éjection systolique. Alors maintenant qu'on a vu ces données pratiques, on va parler d'hypertension pulmonaire et d'insuffisance cardiaque avancée, avec bien sûr la définition et l'impact pronostique que cela entraîne. Alors, quand on parle d'hypertension pulmonaire dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, on parle de 2 choses différentes. D'une part, l'hypertension pulmonaire postcapillaire isolée, où on a bien sûr une PAPM au-dessus de 25 mm de mercure et une pression capillaire supérieure à 15 mm de mercure. Mais il faut aussi associer un gradient diastolique. Donc, on a dit la pression artérielle pulmonaire diastolique moins la pression capillaire inférieure à 7 mm de mercure et des résistances vasculaires pulmonaires basses, moins de 3 unités Wood. On a à côté de ça les hypertensions pré- et post-capillaires qu'on dit combinées. Et dans ce cas-là, on a une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 25 mm de mercure, une PCAP à plus de 15 mm de mercure, mais également des résistances élevées et ou un gradient diastolique supérieur à 7 mm de mercure. Ce qu'on sait en fait dans l'insuffisance cardiaque, c'est qu'avoir une hypertension pulmonaire associée à l'insuffisance cardiaque, ça aggrave fortement le pronostic et on se rapproche du pronostic de l'hypertension pulmonaire précapillaire. On voit bien sur le graphique de gauche que les patients insuffisants cardiaques qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire, ils ont une survie qui est bien meilleure que les patients qui soient insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et réduite et qui ont une hypertension pulmonaire associée. Et on voit que le pronostic il est similaire à la courbe bleu turquoise qui correspond à l'hypertension pulmonaire précapillaire. Sur la droite, vous avez l'impact pronostique de différents marqueurs dans une méta-analyse.
Donc, c'est que des patients insuffisants cardiaques et on voit que quand on a des résistances vasculaires pulmonaires augmentées, eh ben, c'est un marqueur pronostique important. Quand on a une compliance artérielle pulmonaire augmentée, basse, eh ben, ça aggrave également le pronostic. Et on voit que l'impact pronostic du gradient diastolique, il est plus faible. Et c'est pour ça qu'actuellement, il est un petit peu moins utilisé comme marqueur pronostic. Autre étude beaucoup plus récente dans Circulation en 2018, où ils ont évalué l'impact pronostic de l'élastance. Et c'est un travail qui est très intéressant puisqu'on voit que quand l'élastance est élevée, et là ils avaient pris le cut-off de 1,3, eh ben, on augmente de manière drastique la mortalité. Donc c'était un facteur pronostic important. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que cela est vrai également chez les patients qui passent. Ce qui donc permettrait d'avoir un marqueur un peu plus précis. Il nous précise aussi, je ne rentre pas dans les détails, que ça discrimine peut-être mieux les dysfonctions ventriculaires droites sévères que les autres paramètres. Donc on a vu, avoir de l'hypertension pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque, c'est associé à un pronostic altéré. Et donc on va voir quel est l'intérêt maintenant du cathétérisme cardiaque chez ces patients qui sont en attente d'une transplantation. Alors les recommandations, elles sont très claires, de 2016. Ce qu'elle nous dit, c'est que tous les patients qui sont en bilan pré-greffe doivent bénéficier d'un cathétérisme cardiaque, puis d'une évaluation périodique, entre 3 et 6 mois au minimum, d'une évaluation par cathétérisme cardiaque. Et chez les patients qui présentent des résistances vasculaires pulmonaires augmentées, il sera nécessaire de réaliser un test de réversibilité. Alors pourquoi on en est arrivé à ces recommandations ? Eh bien, en fait, il y a beaucoup d'études depuis maintenant des années 90 qui ont montré que avoir des résistances vasculaires pulmonaires élevées aggravait le pronostic chez les patients qui étaient en pré-greffe pulmonaire et surtout aggravait les suites opératoires et la mortalité post-opératoire, essentiellement parce que les patients avaient un VD qui donc transplanté qui ne supportait pas l'élévation des pressions pulmonaires. Et en fait, ce qui a été bien montré, c'est que quand ces résistances étaient élevées mais réversibles au test de réversibilité, eh ben, on obtenait un pronostic qui était similaire aux patients qui n'avaient pas de résistance vasculaire pulmonaire élevée. Et donc, le groupe qui nous inquiétait le plus, eh ben, c'est le groupe en jaune, c'est-à-dire les patients qui ont des résistances vasculaires pulmonaires élevées et non réversibles. Alors, le test de réversibilité, il y a aussi plein d'études qui ont comparé différentes techniques de réversibilité. Il y a bien sûr celui qui est le plus utilisé, qui est le NO inhalé. Il y a des prostaglandines. Plus anciennement, il y avait pas mal d'études avec le nitroprussiate de sodium. Globalement, je crois qu'on peut dire que toutes les techniques, elles sont comparables et elles sont faisables en tout cas. Là, ils avaient comparé sur cette étude récente le NO inhalé avec les prostaglandines et il montrait que finalement, dès les doses les plus faibles, on obtenait un effet hémodynamique au niveau des résistances vasculaires pulmonaires et que l'effet était similaire entre les prostaglandines et le NO inhalé. En pratique, ce qui est recommandé actuellement, en première intention, c'est l'utilisation du NO avec entre 10 et 20 ppm pendant 10 minutes. Et les autres options, c'est les proposténol IV, la dobutamine, essentiellement. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il faut faire le cathétérisme cardiaque dans l'état le plus stable possible. Et on se rend bien compte, quand on le fait très précocement chez un patient qui est décompensé, eh ben, on va avoir des résultats qui vont être difficilement interprétables. Et simplement faire une cure de diurétique et de dobutamine, ça permet de rentrer complètement dans les critères avec des résistances vasculaires pulmonaires qui sont basses. Alors, si ce n'est pas le cas et qu'on garde des résistances vasculaires augmentées malgré le test de réversibilité, eh ben, la seule solution qui va nous rester pour ces patients, ça va être le LVAD en pont à la transplantation. Et on voit bien là ces deux études différentes, mais qui montrent exactement la même chose. C'est que les patients qui ont des résistances vasculaires pulmonaires élevées, quand vous les mettez sous assistance monoventriculaire gauche, eh ben, vous baissez les résistances jusqu'à des seuils qui sont tout à fait acceptables dès quasiment 1 à 3 mois d'assistance cardiaque. Donc, c'est totalement une solution qui est envisageable et qu'il faut envisager chez ces patients. Et ça peut être tout à fait en pont à la transplantation. Alors, on pourrait se demander l'intérêt maintenant de réaliser de manière périodique et répéter ces cathétérismes cardiaques. Et il y a une étude intéressante qui s'y intéressait, où ils ont regardé sur quoi aboutissaient les cathétérismes cardiaques systématiques. Et bien, vous voyez que quand les patients vont bien et qu'on les fait de manière systématique, dans 57% des cas, ça n'a pas d'impact sur le traitement ni sur le suivi. Mais
dans 14%, ça fait quand même une fois sur 5, une fois sur 6 des patients, eh bien, vous allez changer de manière majeure son traitement, c'est-à-dire vous allez le garder hospitalisé, le mettre sous amine, vous allez le mettre sous assistance cardiaque, vous allez changer son statut sur la liste de transplantation. Et puis, dans un tiers des cas, 30%, vous allez effectuer d'autres changements mineurs. Ça peut être changer la dose de diurétique, changer un peu le traitement Péros. En tout cas, finalement, si on additionne les deux, dans 45% des cas, vous allez avoir un changement thérapeutique. Et donc, il y a un vrai bénéfice à faire ces cathés de manière périodique. Voilà ce qu'il en était pour la transplantation. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à l'assistance gauche. Ce qu'on sait, c'est que la fonction ventriculaire droite, c'est primordial dans l'évaluation d'un patient qui va avoir un LVAD, essentiellement parce qu'il y a 10 à 40% des patients qui vont faire une défaillance ventriculaire droite dans les suites de l'assistance ventriculaire gauche. Cette défaillance ventriculaire droite, elle est associée à une surmortalité accrue chez ces patients, avec une défaillance ventriculaire droite post-implantation. Et vous voyez bien sur les courbes à droite que la mortalité, elle passe à un an, 80% à 60% quand on a une défaillance ventriculaire droite. Donc, il va y avoir un intérêt primordial du screening avant assistance ventriculaire gauche. Et on va voir comment l'hémodynamique peut nous aider. Alors, il y a des scores qui existent, qui sont bien connus. Je pense que celui-ci, c'est le plus utilisé actuellement. C'est le score de Matthews, qui date de 2018 ou 2008, pardon, qui utilise 4 variables de manière assez simple. Est-ce qu'on a des amines, plus 4 points? Est-ce qu'on a une cytolyse, plus 2 points? Est-ce qu'on a une hyperbilirubinémie, plus 2,5 points? Et est-ce qu'on a une insuffisance rénale avec une créatinémie à plus de 2,3 mg par décilitre? Et en fonction du score, si vous êtes à moins de 3, le risque est faible. Entre 4 et 5, le risque est intermédiaire. Et puis, plus de 5,5, vous avez un risque de mortalité qui est élevé avec une mortalité à un mois qui est de près de 40%. Alors, ils ont montré que le score, il écrasait quasiment tous les autres paramètres qui existaient, la défaillance VD en écho, des paramètres hémodynamiques dont on va reparler. Et donc, c'est pour ça que c'est actuellement un des scores les plus utilisés. Alors, on va voir qu'il y a quand même quelques facteurs prédictifs hémodynamiques qui sont intéressants. Le premier, c'est le ratio de la pression dans l'oreillette droite avec la pression capillaire. Et vous voyez dans cette étude que c'est le seul critère hémodynamique qui ressort en analyse multivariée, avec le rapport pression dans l'oreillette droite sur pression capillaire, qui, lorsqu'il est à plus de 0,63, est associé à un risque relatif de complications et de mortalité de plus de 2. Donc, c'est quand même intéressant. Le deuxième critère hémodynamique connu, c'est le Right Ventricular Stroke Work Index, qui est calculé de la manière suivante. C'est la pression artérielle pulmonaire moyenne moins la pression dans l'oreillette droite, multipliée par le volume d'éjection systolique indexé. Donc, l'index cardiaque divisé par la fréquence cardiaque. Et on voit que lorsque celui-ci est inférieur à 0,25, eh bien, c'était associé à une cerise de mortalité avec un autre ratio qui est évalué à 5 dans cette étude, donc quand même de manière assez importante. Ces données, elles ont été confirmées dans une méta-analyse que vous voyez là, où ils ont évalué ce paramètre de fonction droite et ce paramètre qui est uniquement la POD et pas le rapport dont on a parlé juste avant. Et on voit que ces deux paramètres en analyse, en méta-analyse, ils sortent comme des facteurs pronostiques importants, que ce soit sur des systèmes pulsatiles ou des systèmes continus comme le HeartMate actuellement. Il y a un dernier facteur prédictif de défaillance VD qui est intéressant et qui est assez récent, en 2016, c'est le PAPI, qui correspond donc à la pression pulsée, donc pression artérielle pulmonaire systolique moins la pression artérielle pulmonaire diastolique sur la pression dans l'oreillette droite, avec un cutoff qui est à 1,85. Et on voit que en termes de sensibilité et spécificité par rapport à tous les autres paramètres, eh ben, ça écrase tout et c'est le plus prédictif de défaillance ventriculaire droite post-opératoire. Donc, c'est un marqueur qui va être très intéressant. Alors, en pratique, est-ce que c'est si simple? Je vais vous présenter le dernier patient qu'on a assisté dans le service. Un monsieur de 68 ans, on lui découvre une CMD d'emblée en choc cardiogénique. Après quelques semaines de traitement médical, échec de mise en place d'IEC, échec de mise en place des traitements habituels, on se retrouve avec un patient qui a un Thermax 3 sous 2 butamine 8 gamma km et noradré 0,4 mg/h. Et on envisage un bilan pré-assistance gauche en urgence.
Alors, il est toujours sous amine. Vous voyez l'échographie avec un ventricule droit qui est peu dilaté, hein, unité qui est considérée, je pense, grade 1, et un ventricule droit qui paraît pas rédhibitoire sur les données échographiques. Alors, il est certes sous amine, mais les transats sont satisfaisantes. Il n'a pas d'hyperbilirubinémie. La créatininémie est à 75 micromoles par litre. Il a donc un score de Matthews qui est faible, hein, qui est à 4, enfin, qui est intermédiaire, qui est à 4, essentiellement à cause des amines. Et puis, on lui réalise bien sûr un cathétérisme cardiaque droit, sous amine encore, cette fois-ci, qui retrouve des paramètres tout à fait satisfaisants, avec un index cardiaque à 2,4 litres par minute mètre carré, 26 de PAPM, une PCAP à 22 avec une onde V, et puis une POD à 5 mm de mercure. On a donc des résistances qui sont basses, un ratio POD sur PCAP qui est largement en dessous du cutoff, parce qu'il a 0,25. Le right ventricular stroke work index, il est à 0,56, donc tout à fait satisfaisant, et le PAPI à 2,4. Donc on se dit que le risque est faible. Et puis ce patient, on l'assiste, et malheureusement un H+3 de l'opération avec des suites initiales tout à fait simples. Il présente une défaillance VD majeure. Il a bénéficié d'une assistance droite pendant plusieurs jours. Donc on voit bien que finalement, cette évaluation, elle n'est pas si simple et elle est multiparamétrique. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'insuffisance cardiaque avancée, l'échographie n'est pas forcément idéale pour évaluer les pressions de remplissage et le monitoring hémodynamique. On a vu aussi que le cathétérisme cardiaque droit, c'était actuellement très facile techniquement, mais il y a quand même quelques points clés qu'il faut connaître. Essentiellement la position du zéro, il faut prendre le temps de faire cette manipulation, et la mesure de la pression capillaire qui doit être faite dans de bonnes conditions en télédiastole et en téléexpiration. On a pu voir que l'élévation des résistances vasculaires pulmonaires avant transplantation, c'était associé à un risque de défaillance post-opératoire majeure, et qu'il était donc nécessaire de faire un test de réversibilité ONO de manière systématique. Si les patients ont des résistances élevées, ils sont contre-indiqués à la transplantation, et que dans ce cas, la seule solution, c'est le LVAD en pont à la greffe. L'intérêt des cathés périodiques, il a été démontré, et l'évaluation de la fonction ventriculaire droite, elle est primordiale en pré-LVAD, et les outils paramétriques, hémodynamiques peuvent nous aider, mais restent à contrebalancer avec le reste, bien sûr, des examens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas pour ce topo hyper clair, hyper simplifié, et donc c'était vraiment nickel. Est-ce que toi tu peux rester le temps du cours de Guillaume avec nous, ou t'es pris? Bon, mais comme ça, je vous propose, si ça vous va à tous les deux, Guillaume et Nicolas, qu'on enchaîne avec le topo de Guillaume, et comme ça on fera les questions ensemble à la fin. Ok. Merci vraiment pour faire topo. Alors, Guillaume, je te... En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir qu'on avait à peu près la même façon de faire sur les LVAD. Alors, voilà.